Bienvenue dans Sport Magazine sur New World Info. Un plaisir d'avoir votre attention, vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes également qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette émission et à la partager autour de vous. Nous évoquons le sacre du Sénégal. Les Lions de la Teranga ont remporté la finale de la CAN 2025 ce 18 janvier 2026 au Maroc face au pays hôte 1-0. Un but de Pape Gueye à la 94e minute, donc en prolongation après un match à polémique, un match controversé, des décisions arbitrales contestées et un pénalty également raté de Brahim Diaz. On évoque tout cela dans cette émission Sport Magazine avec mes invités en studio. D'abord, je commence par Alex Dakla. Alex, c'est une première fois pour vous de venir dans cette émission avec moi, mais ce n'est pas la première fois dans Sport Magazine en général. Oh ouais, c'est bon, ça doit être ma deuxième sélection. Voilà, donc, mais la première avec moi. Ouais, la première avec moi. Mais merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. On a Roméo Mileko également, un autre journaliste aussi, qui est un habitué de cette émission. Roméo, plaisir de vous avoir. Un plaisir de partager le plateau avec vous. Bonjour à tous. Alors déjà, je ne sais pas si vous êtes content de la victoire du Sénégal, vous deux, mais je sais quand même qu'il y a un invité, notre consultant, Elom Nayo. Visiblement, vous êtes content de la victoire du Sénégal. Ouais, mais le Sénégal, c'est ma deuxième nation là. Donc voilà, Nangadef à tous. Hein. Alors ça Nangadef, waouh, salut, c'est les salutations. Ouais, c'est les salutations. On Wolof chez nous, comme ça. Donc, ok, on entre dans le vif du sujet. Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Une deuxième étoile sur le maillot des Sénégalais. Cette finale remportée 1-0 face au Maroc. L'équipe, l'une des équipes favorites de ce tournoi, les Lions de la Teranga, ont réussi cet exploit dans ce match. On évoque le match. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'évoquer d'abord ce match, les performances des deux équipes, sans parler de l'arbitrage? Est-ce qu'on peut faire la part des deux, la part des choses dans une analyse? Bon oui, quand on porte, quand nous portons nos casquettes de journalistes, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Okay. Analyser les performances sur le terrain, les joueurs, tout ce qu'ils ont montré. Mais on peut quand même pas détacher ça de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a vu, de tout ce que ça a entraîné. Parce qu'il y en a qui mettent les émotions devant et voilà, la lecture du jeu, tout ce qui est analyse après. Bon, ça dépend de quel côté chacun se situe. Mais moi, en tout cas, je pense quand même que oui, c'est une finale, après tout, qui est quand même belle par rapport aux autres. Jusque dans les derniers instants, on a assisté à un match où les deux équipes étaient quand même... On a assisté à un match plutôt ouvert, ne serait-ce que peut-être les belles performances de Yacine Bounou, par exemple, ou encore de Edouard Mendy. On aurait pu assister à des buts. Ben oui, ne serait-ce qu'en premier mi-temps, même également. Oui, on a assisté après tout à une très très belle finale. Déjà à l'entame, on a compris que les Sénégalais étaient arrivés bien préparés dans cette Coupe d'Afrique, enfin dans cette finale-là, avec un jeu complètement... Franchement, je ne sais pas, sorti de nulle part, ou c'est au milieu de terrain, le Sénégal a très bien organisé son jeu avec Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye qui était au contrôle. On a vu un Sarr qui a remplacé Koulibaly sans trembler, sans pression. Oui. C'était dans la défense. Oui, dans la défense avec Niakate également. C'est une équipe qui est quand même arrivée très bien préparée dans cette finale-là. Et là, on pouvait même assister au premier but de Iliman Ndiaye. Voilà, après cette sortie de ce sauvetage, je dois dire, de Yacine Bounou, c'est quand même une équipe sénégalaise qui a montré un très bon visage en première période. En deuxième, le Maroc aussi est arrivé très bien. Voilà, donc avec des arrêts de Mendy également qui ont sauvé un peu la barque. C'était une belle finale. Voilà. Gros, pour vous, la première mi-temps était à l'actif du Sénégal. La deuxième partie, on a vu un peu équilibré. Ouais, le Maroc venir au-dessus, parce que quand vous voyez à la mi-temps, je pense qu'il y avait 3 tirs contre 0, je pense, en faveur du Sénégal. Et après, on avait vu une douzaine de tirs pour le Maroc et après peut-être 9 ou une dizaine pour le Sénégal. Alors, votre analyse, Alex, est-ce que vous pouvez aujourd'hui faire une analyse de ce match sans parler de l'arbitrage? Si oui, bon, allez-y. Bien sûr. Déjà, c'était
la meilleure affiche qu'on pouvait avoir pour la finale parce que c'était la première sélection au classement FIFA contre la deuxième sélection FIFA. Je veux parler bien sûr sur le continent africain. Donc c'est les deux meilleures sélections. Au-delà de ça, footballistiquement parlant, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique. Vous prenez le Sénégal avec la création des centres de formation, le football des jeunes qui est bien développé, les sélections de jeunes qui participent régulièrement à des compétitions. Vous prenez le Maroc, c'est pratiquement pareil. Et la plus-value, au niveau du Maroc, c'est les infrastructures. Où on investit énormément pour avoir des infrastructures à la pointe pour pouvoir pratiquer le football. Donc, c'est normal qu'on ait eu ce genre d'affiche-là. Maintenant, sur le terrain, vous prenez le parcours des deux équipes. Outre le Maroc qui a affiché clairement ses ambitions de remporter cette CAN, vous aviez une formation sénégalaise très discrète qui faisait aucun bruit, ni sur les réseaux sociaux, mais qui prenait chaque match après match, qui avançait tranquillement, posément dans la compétition, sans faire de bruit, sans jamais dévoiler ses ambitions. Moi, parce que j'ai jamais entendu un joueur sénégalais avant la finale, on est là pour remporter forcément. Mais dans l'expression corporelle, dans ce que les joueurs de Pape Thiaw font sur le terrain, vous sentez une équipe très ambitieuse qui a envie d'aller loin dans la compétition. C'est en cela, c'est une très belle finale. Et dans le match, au-delà des statistiques que vous venez d'évoquer, de ce que Roméo a pu dire également, on a assisté à une rencontre plutôt équilibrée, même si pour moi le Sénégal, malgré tout ce qu'il y a pu avoir avant le match, était bien préparé parce que il y a eu plein de faits de jeu qui pouvaient les déstabiliser. Au-delà de Koulibaly qui était absent, il y a Crépin Diatta qui tombe malade juste avant la finale, qui est remplacé au dernier moment. Il y a Habib Diarra qui était dans le milieu de terrain, qui est suspendu et remplacé par Lamine Camara qui pour moi était le seul qui était sur les nerfs dans cette finale-là parce qu'il s'est laissé aller dans le jeu des Marocains. Mais en face, pour moi, je pense que l'enjeu a tué le jeu au niveau du Maroc parce que ils avaient tellement envie de ce trophée-là qu'au final, des déchets techniques qu'on n'a pas eu l'habitude de voir au niveau de certains joueurs, notamment Saïbari, Hakimi, et Brahim Diaz, qui ont raté des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, des déchets techniques que moi j'ai pu voir en début de rencontre. C'est ce qui a un peu tué le jeu au niveau des Marocains. Maintenant, après, il y a cet épisode-là, à partir de la 90e qui gâche un peu tout ça, qui finalement reste l'image qu'on garde de la CAN, et c'est là où moi je suis un peu déçu. Alors on va évoquer ça un peu plus largement tout à l'heure, mais j'aimerais avoir aussi votre avis. Est-ce que c'est parce que, comme le dit Alex, parce que le Maroc, les joueurs, les individualités n'ont pas répondu, ou parce que le Sénégal, la tactique de Pape Thiaw a fonctionné? Ouais, mais je pense que la deuxième option, moi, je la préfère. Je pense que la tactique de Pape Thiaw a fonctionné. Déjà, on a vu le Maroc d'entrée qui a quand même essayé ses pressings, à la normale, comme ils le font. Mais je pense que quand on voit très bien les Sénégalais dans leur relance et tout ça, ils n'ont vraiment pas permis aux Marocains de pouvoir développer bien leur pressing. On vient de parler à l'instant des forces. Quand vous prenez Gueye qui assume l'équilibre, vous avez le jeune Pape Gueye et Gana Gueye, vous avez le jeune Pape Gueye également qui est là dans les relations et tout ça. Je pense que l'occupation du terrain au niveau du Sénégal a véritablement empêché les Marocains. En fait, on a refait au Maroc le même coup qu'ils ont fait au Nigeria. C'est comme ça, eux aussi, ils ont... Ou au Cameroun. Également au Cameroun, si on peut le dire, face au Nigeria, au Cameroun, c'est dans l'occupation du terrain où ils ont empêché véritablement cette deux formations d'évoluer. Et là, hier, on a vu que clairement, les Sénégalais étaient au-dessus. Et après, n'oublions pas que j'avais l'impression que les Marocains physiquement également avaient accusé un peu le coup. Je pense que physiquement, ils n'étaient véritablement pas là. On a vu que... Oui, mentalement aussi. Ouais, mentalement, physiquement, la pression en fait, parce que n'oublions pas que ils étaient obligés également de valider. Alex vient à l'instant de parler des infrastructures. Eux, ils portaient ce poids, c'est eux qui doivent valider. C'est 1,4 million là dépensé par l'État marocain, tout ça. Et donc tout ça dans une finale après 50 ans de 17 et tout ça. Je pense que c'est lourd à porter pour ces joueurs. Et à l'arrivée, ils ne maîtrisaient véritablement pas leur sujet. Les Sénégalais physiquement étaient au-dessus, monté de très belles impressions physiques et tout ça, ont affiché les meilleures intentions, notamment en première période. D'entrée, déjà, on a vu Bonou qui devrait faire cet arrêt là sur la tête justement
de Pape Gueye justement. Puis derrière, bon, également cette occasion de Diaz. Donc je pense que à l'arrivée, quand on veut parler sportif et tout ça, laisser les polémiques, je pense que quand même l'équipe qui a montré plus d'intention, qui a été, voilà quoi, qui a montré plus d'envie, plus de générosité hier à l'arrivée, l'a emporté, et c'est le Sénégal quoi. J'ai envie d'ajouter un petit quelque chose tactiquement, c'est que quand vous prenez, j'ai l'impression que le Maroc a joué cette compétition en 3 phases, tactiquement parlant. Vous prenez la phase de poule, il y avait un 4-3-3 qui était aligné par Walid Regragui. À partir des 8e de finale, on est passé à un 4-1-4-1. Avec où il y avait une certaine densité dans le milieu de terrain. Et puis hier en finale, c'est vrai que je m'y attendais, mais c'est un peu déstabilisé l'équipe parce que sur 3 matchs, ils avaient pris l'habitude de jouer en 4-1-4-1 et ça a créé un peu plus de symbiose. Et hier, ils repassent en 4-3-3, ça a donné un peu plus de liberté justement au milieu de terrain sénégalais de prendre un peu l'emprise sur le match parce que c'est ce qu'ils avaient réussi à faire contre le Nigeria, contre le Cameroun, contre la Tanzanie où ils avaient le jeu au milieu de terrain. Là, c'était un peu plus dispersé, il y avait un peu trop d'espace et quand il y a ce genre d'espace là, des joueurs comme Gana Gueye, Pape Gueye, ils arrivent facilement à trouver des joueurs de couloir que sont Iliman Ndiaye et Sadio Mané. Quel match il nous sort hier quand même parce que on parle d'un joueur qui est dans la trentaine, 33 ans en Arabie Saoudite, qui fait des courses à vive intensité, qui fait le pressing et qui a la tête sur les épaules malgré tout ce qu'il y a eu. Lui, il est resté le footballeur qu'il devrait être quoi. J'en sens jamais tomber dans tout ce qu'il y avait à côté et ça c'est impressionnant de le voir. Pour moi, le véritable coach, le véritable patron, le véritable homme à tout faire de cette équipe-là, sportivement parlant, c'est finalement Sadio Mané. Après, je pense que la force d'adaptabilité justement également du Sénégal, c'est à saluer. Parce que notamment en deuxième période, quand ils subissaient, on a vu que voilà quoi, ils étaient obligés de passer à une défense en 3. Et quand on voit bien la CAN, en fait, ils essaient toujours de se mettre à niveau de leur adversaire. Le Sénégal, justement, ils s'adaptent toujours, ils ne forcent pas. J'ai l'impression dans une équipe, ils demandent eux là, bon, c'est quel ranking la classement FIFA? Bon, ok, c'est élevé, on va élever un peu le niveau. Bon, ben, c'est le Botswana, bon, les gars sont juste, voilà quoi, légers. Et c'est comme ça, ils ont fait leur compétition. À un moment donné, ils ne sont jamais montés sur la terre pour dire que voilà quoi, nous allons prouver, écraser tout ça. Ils ont à chaque fois essayé d'être à niveau de leur adversaire, juste de se mettre un peu au-dessus de l'adversaire. C'est ce qu'ils ont réussi également à faire durant toute cette compétition. Alors, c'est bien que vous parliez tout à l'heure du fait que Sadio Mané soit resté sur la pelouse, parce qu'on va évoquer cet épisode de cette finale. Une finale chaotique, c'est digne, je peux dire que c'est un scénario digne d'un film. Ouais, un scénario rocambolesque. Voilà. Hollywoodien ou bien indien. Je préfère un film indien. Avec des effets pas possibles. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, je pense que avant la 80e, il y a eu ce but marqué qui a été refusé parce que l'arbitre Ndala, l'arbitre congolais, voilà, qui estimait qu'il y avait une faute sur Achraf Hakimi. Alors, il n'est pas allé à la VAR, malgré que Gana Gueye, le capitaine du Sénégal pour ce match, avait demandé cela. Mais l'arbitre n'avait pas été appelé oui, mais est-ce qu'on peut préciser en même temps et à quel moment on va à la VAR? L'arbitre siffle. Alors, c'est ce que je dis. Laissez-moi faire le résumé. Alors, l'arbitre, il n'a pas été appelé au VAR. Oui. Et bien sûr, le défenseur, enfin, Gana Gueye, il avait le droit de pouvoir réclamer au moins. Voilà. Et l'arbitre, n'avait pas accepté. Voilà. Quand je dis il avait le droit de réclamer, j'ai pas dit qu'il avait le droit c'est-à-dire d'avoir gain de cause. Vous ne pouvez pas ne pas demander à ce que l'arbitre puisse faire cela. Maintenant, il n'y a pas eu cela. Et après, derrière, quelques minutes plus tard, il y a ce but que Brahim Diaz voulait marquer et puis il a été tiré. Voilà, parce qu'il y avait un ballon qui venait. On ne sait pas s'il allait pouvoir marquer, mais tout de même, il a été tiré et l'arbitre siffle un penalty après avoir consulté le VAR. Et là, c'est le chaos. Pape Thiaw qui demande quelques minutes plus tard à ses joueurs de rentrer au vestiaire, ce que certains ont fait. Après Sadio Mané qui revient pour les appeler et on sait ce qui s'est passé. Brahim Diaz qui a raté ce Panenka face à Edouard Mendy. Et voilà, c'est ça un peu le scénario. Alors ma première question, c'est de savoir... Est-ce que, Pape Thiaw, par exemple, il avait le droit de pouvoir appeler ses joueurs au vestiaire? Quand on est sélectionneur,
quand on est dans la peau d'un leader, d'une figure, d'une tête de proue, de quelqu'un qui gère un groupe, on ne se comporte pas de cette façon. Ce geste, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, je l'accepterai. Moi, je condamnerai toujours ça. Parce qu'après, je peux comprendre que l'adrénaline est allée à un niveau où elle ne devait pas être. Je peux comprendre qu'on a fait passer les émotions. Mais au point où il faut demander aux joueurs de rentrer au vestiaire, c'est déjà ne pas respecter le sport que vous êtes en train de pratiquer, ne pas respecter l'adversaire face à qui, contre qui vous jouez, et ne pas vous respecter vous-même. Je ne sais pas quelle image Pape Thiaw veut envoyer au monde entier en disant à ses joueurs de rentrer. On a vu des injustices, on en a vu pire. Il y en a eu pire dans le football, mais jamais, moi je n'ai jamais vu ça, qu'un entraîneur demande à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Maintenant, après, on peut interpréter tout ce qui s'est passé comme on veut, comme on peut, mais le geste, rien que ce geste-là de Pape Thiaw, moi je condamne ça. Alors, on va observer la pause. Je sais qu'il y a Alassane Dakla qui rêve de rentrer dedans. Il est chaud bouillant. Ouais, et même et l'homme. Mais on va observer la pause, ne zappez pas, c'est là que ça va devenir intéressant parce que Alès Dakla, il pense va découper, là. Ouais, il va découper. Ouais. Je pense qu'il va découper non seulement le Sénégal, et je parie qu'il y a beaucoup d'internautes qui ne seront pas d'accord avec vous. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, attendez de voir ce qu'il va dire. Ne zappez pas. On revient tout à l'heure, juste après le journal.